Tout le monde, bienvenue sur notre podcast et chaîne bilingue New Win en vent nouveau. Je suis Marguerite, votre présentatrice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui concerne les Africains, qui concerne tout le monde, mais qui concerne principalement les Africains du continent et de la diaspora surtout. L'engouement pour l'investissement en Afrique est réel. Il est très, très réel et s'explique principalement par les fortes perspectives de rentabilité du continent et de sa démographie croissante. La question que beaucoup d'économistes se posent et les spécialistes des relations internationales se posent en ce moment n'est plus pourquoi investir en Afrique, mais comment réinvestir en Afrique. Ma passion à moi, c'est de parler positivement de l'Afrique, et surtout pour révéler son potentiel aux Africains, à leurs descendants et au reste du monde. Et si dans la foulée, nous arrivons à convertir les mentalités, à mieux faire respecter l'homme noir, amen. Le 21e siècle par essence est le siècle de l'affirmation des peuples, de l'abolition de la dépendance culturelle, intellectuelle, émotionnelle et créative. Remarquez que je ne parle pas d'indépendance économique, politique ou des sociétés pour des raisons bien précises. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement des raisons qui doivent pousser les Africains du continent et de la diaspora, surtout à massivement et urgemment investir en Afrique. On y va, on plonge dans le vif du sujet. La première raison, elle est démographique. Prenons l'exemple suivant. Il y a deux marchés. Le premier, c'est un marché où les gens riches fréquentent, mais très peu de gens riches y vont, donc le trafic n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a pas beaucoup d'activité, c'est pas grouillant. Le second marché, c'est un marché bondé, grouillant, il y a du monde, même si le pouvoir d'achat est faible, mais il y a beaucoup de trafic. Si vous êtes un marchand, où est-ce que vous allez présenter vos produits? Bien entendu, le second marché. Du coup, l'Afrique est le second marché. Elle est devenue un marché gigantesque pour les investisseurs en raison de sa démographie. Nous avons une population de 1,216 milliards de personnes. En comparaison, la Chine a une population de 1,394 milliards, l'Europe 741,4 millions et l'Asie au total fait 4 milliards 664. Et dans l'Asie, on inclut l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, la Chine, pour ne citer que cela. Le vieillissement des populations européennes et asiatiques, plutôt de l'Asie du Nord-Est, est une réalité, franchement. Et de l'Asie du Sud-Est. C'est une réalité. Et ceci se présente comme une aubaine pour les Africains et pour l'Inde, par exemple. Mais là, on va parler de l'Afrique. On estime que la population africaine voit quadrupler en passant de 1,216 milliards en 2019 à 4,39 milliards à l'horizon de 2100. En 2015 seulement, 200 millions d'Africains ont fait leur entrée sur le marché de la consommation. Grâce à une population très jeune, l'Afrique a une main-d'œuvre abondante et bon marché. Ceci va favoriser une forte industrialisation dans les années à venir. Avec les coûts, vu que les coûts de production sont très faibles, le rendement sur l'investissement dépasse largement le coût de la conduite des affaires sur le continent. Par exemple, le salaire horaire en Afrique est estimé à 50 centimes en dollars américains, ce qui attire fortement les idées, l'investissement direct étranger. À la longue, l'Afrique va connaître un scénario similaire à la Chine. Beaucoup les entreprises étrangères vont se ruer sur le continent, chez nous, ce qui va contribuer à une augmentation des salaires et du niveau de vie. Du coup, le pouvoir d'achat va aussi augmenter considérablement. La deuxième raison que je vais citer pourquoi investir en Afrique pour les Africains du continent et de la diaspora est la suivante. La superficie de l'Afrique. Voyez-vous, l'Afrique fait 30,3 millions de kilomètres carrés. L'Afrique fait 3 fois les États-Unis en superficie et presque 2 fois la Russie. L'Asie en entier, par contre, est plus grand. L'Afrique abrite 60% des terres érables non cultivées dans le monde. Et ironiquement, on importe des tomates, des oranges, du riz et la liste est longue. On l'importe de l'Union européenne et de l'Asie. Chers Africains,
chers Africains, si vous êtes à la recherche de projets d'investissement et vous ne savez pas trop où vous lancer, vous voulez partir avec des valeurs sûres, je vous suggère fortement l'agriculture. C'est un secteur de base qui rapporte toujours. Et avec un peu d'imagination, vous allez rapporter gros. Vous allez ramasser gros. Et la troisième raison pourquoi investir en Afrique est économique. Rappelez-vous, l'Afrique est la région la plus rentable au monde grâce à ces 4 combinaisons. On a une main-d'œuvre bon marché. Et on transforme très peu nos produits, nos matières premières. Du coup, on importe massivement de l'étranger, de l'international. Et aussi, il y a nos matières premières qui coûtent absolument rien pour les acheteurs. Selon les chiffres du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui a estimé la production continentale en pétrole en 2015 à 13% du pétrole mondial contre 9% en 1998. La croissance de la production de pétrole et de gaz naturel entre 1980 et 2012 a doublé. Ce qui veut dire les gens font plus d'affaires en Afrique. La quatrième raison sur pourquoi investir en Afrique, c'est les IDE, les investissements directs étrangers qui sont extrêmement lucratifs. Un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement indique qu'entre 2006 et 2011, l'Afrique a enregistré le taux le plus élevé de rendement des investissements directs étrangers, soit 14%. Sachant que le taux de rendement, en comparaison, l'Asie a fait un taux de 9,1%. Et l'Amérique latine plus les Caraïbes, ensemble, ont fait 8,9%. Sachant que le taux de rendement à l'échelle mondiale est à 7,1%, l'Afrique l'a doublé à 14%. Cette dernière nouvelle est par contre à prendre avec les pincettes parce que des économies ou une économie qui se développe très rapidement crée des inégalités monstrueuses et difficiles à combler et ça peut être des raisons de tension politique dont l'Afrique souffre malheureusement. Mais pour les besoins de cette présentation, ces chiffres feront l'affaire. Cinquième raison sur pourquoi investir en Afrique, c'est la dynamique continentale et régionale. J'ai pour vous des chiffres qui vont beaucoup vous étonner, des entreprises d'origine africaine. J'ai 3 entreprises, qui font du business dans le continent et qui amassent des milliards. Donc, je vais commencer par Sonatrach, qui est une entreprise pétrolière et gazière algérienne qui, en 2019 uniquement, a réalisé un chiffre d'affaires de 33,2 milliards de dollars sur le continent. J'ai le groupe MTN, la multinationale sud-africaine de télécommunications, qui a fait un chiffre d'affaires d'environ 10,3 milliards de dollars en 2016. Toujours dans le continent. Et en dernier, j'ai le groupe Dangote, du Nigérian Aliko Dangote, qui a ramassé 4,1 milliards de dollars en 2020. Une information que j'ai tirée de la Nouvelle Tribune. Le groupe Dangote est spécialisé dans la production de ciment et s'est diversifié dans l'agroalimentaire et la biochimie. Les perspectives de croissance économique en Afrique, bien entendu, sont parmi les plus prometteuses sur la planète. Dans les 12 pays à plus forte croissance planétaire, nous avons 6 qui sont africains. Il s'agit de l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, la Mozambique, la Tanzanie, la RDC et le Rwanda. Le FMI le Fonds monétaire international estime que les perspectives de croissance de l'Afrique seront les plus intéressantes entre 2018 et 2023. Nous sommes en 2020. Il faut se lancer. Pourquoi? Justement parce que grâce à la révolution dans le secteur bancaire, les télécommunications et les investissements que les États massivement font dans l'infrastructure. La 6e raison, l'avant-dernière, sont les ressources naturelles dont regorge l'Afrique et bien entendu, je la liste en avant-dernier. C'est intentionnel. Nous avons des réserves massives et le plus important, bien entendu, on le sait tous que nos réserves sont massives, mais le plus important, c'est que l'Afrique se lance maintenant dans la transformation et la mise en valeur de ses ressources naturelles. Timidement, certes, mais de façon notable. Le secteur de l'agriculture et des industries extractives sont les premières à exploiter. La production de pétrole, par exemple, est passée de 53,4 milliards de barils à 130,3 milliards de barils en 2012. Et celle de gaz naturel de 6 milliards de mètres cubes de 1980 à 14,5 milliards de mètres cubes en 2012.
Et enfin, en 2012, l'Afrique contrôlait également 53% des ressources mondiales de diamants. Quand on aime ce qui brille. En 2017, la RDC représentait à elle seule 58% du cobalt mondial, une matière première utilisée dans la production de composants électroniques, les ordinateurs, les téléphones. Et tandis qu'en 2016, l'Afrique du Sud représentait 69,7% de la production mondiale de platine. Le platine est utilisé la platine est plutôt utilisée dans tout ce qui est fabrication de convertisseurs catalytiques, par exemple. Le fait d'investir activement dans la valorisation des produits sera un point décisif des activités économiques dans les 5 prochaines années qui viennent. Donc, encore, si vous êtes africain de la diaspora ou du continent, que vous êtes à la recherche d'idées sur quoi investir en Afrique, pensez à la transformation des ressources naturelles. La 7e raison et la dernière, c'est l'évolution politique. Cela va un peu choquer. Et ce n'est pas de l'humour de ma part, je vous rassure, elle est bien réelle. Nous avons tous connu le printemps arabe. Voyez-vous, la saison qui suit après le printemps, c'est l'été africain. Et les évolutions internes dans nos différents pays suggèrent que la transformation politique de l'Afrique se forme dans le brouillard. Et là, je pèse mes mots. Une plus grande prudence macroéconomique et l'amélioration de la gouvernance globale sont quelques-unes de ces évolutions. Voyez-vous, l'Afrique a même son indice de la gouvernance. Son indice de la gouvernance, son indice pour mesurer la température des gouvernements et leur évolution. L'indice s'appelle, c'est l'indice d'Ibrahim sur la gouvernance africaine de 2017. De l'année 2017 spécialement. Attends, je vais vous trouver les chiffres exacts. Le chiffre que j'ai là, oui, voilà, à partir dès 2007 par exemple, nous avons connu une évolution de 1,4%, une amélioration dans la façon de gouverner dans le pays africain. Bon, c'est pas partout en Afrique, mais on a quand même une douzaine de pays où cette évolution a été notée. Donc on a la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Rwanda, l'Éthiopie, le Sénégal, et bien d'autres. Donc, entre 2007 et 2020, nous avons connu une évolution dans les gouvernements d'à peu près 13%. C'est faible, mais c'est pas mal. On va prendre ça quand même, c'est mieux que rien. Pour faire court, on gouverne moins mal en Afrique. Cette dernière remarque vient de l'indice de Marguerite. Mes recommandations, voilà. On ne peut pas critiquer et mettre des chiffres et ne pas donner des recommandations. C'est pas ma façon de faire. Donc, mes recommandations pour les gouvernements africains. En premier, je vais faire aussi des recommandations pour les Africains du continent, de la diaspora et pour d'autres investisseurs. C'est que les gouvernements africains devraient s'appuyer sur les tendances positives pour optimiser les investissements directs étrangers. Vu que l'Afrique va naturellement attirer les investissements de par sa démographie, de ses ressources et de tous ces changements positifs que j'ai cités un peu plus haut, il faudra que nous jouions notre partition en essayant d'éliminer la corruption quand même, en améliorant la santé, la sécurité, la sûreté, à renforcer l'environnement macroéconomique et microéconomique, investir dans une éducation de qualité, dans le développement des compétences en sciences, technologies et de l'information. Donc là, les communautés civiles africaines et les gouvernements doivent principalement s'unir pour encourager l'entrepreneuriat local et mettre les fondements qui vont assurer une cohabitation entre la compétition internationale et les entreprises locales. Chers gouvernements africains, il ne sert à rien de faire des rabattements fiscaux pour ces grandes entreprises, pour ces entreprises de l'international. L'Afrique va les attirer anyway. Peu importe, l'Afrique va les attirer, essayer d'en tirer profit. Et en ce qui concerne mes recommandations pour la communauté civile, les Africains du continent, je vous encourage fortement à vous rapprocher des structures locales, de vos gouvernements locaux pour trouver les informations et les accompagnements disponibles, car ils sont disponibles sur comment soutenir les entreprises locales. Il y a beaucoup de programmes de
partout de tous les gouvernements africains qui visent à encourager l'entrepreneuriat local. Il faut aller vers l'information. Il faut absolument aller vers l'information pour trouver ces structures locales. Elles existent, elles sont réelles. Il y a des personnes, il y a des entrepreneurs qui en prennent déjà, qui en profitent déjà. Pourquoi pas vous? Et moi, mon encouragement, mes recommandations pour les Africains de la diaspora, c'est de leur dire, ne laissez pas le train partir sans vous. Rattrapez-le en chemin. On a beaucoup appris, on a quitté l'Afrique, on se retrouvait à l'international, on a appris des choses. Il est temps qu'on rattrape le train et qu'on reverse, qu'on donne à l'Afrique ce qu'elle nous a donné, par exemple. En fait, il le faut. Il ne faut pas qu'on laisse les autres développer l'Afrique. On a voyagé, on a appris ce qui était de l'autre côté. Et grâce à nous, grâce à ces Africains qui ont voyagé, nous avons pu, tous ces changements-là positifs que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que les Africains ont visité les autres. Nous ne sommes pas restés chez nous comme dans un zoo où les Occidentaux sont venus nous voir, nous visiter. Je cite Fatou Diom là. Mais nous sommes aussi partis. Nous sommes aussi partis chez eux, nous avons vu, nous avons comparé. Et grâce à nous, nous sommes retournés dire à nos parents, aux Africains, voilà, ils ne sont pas supérieurs, ils ne sont pas indestructibles, ils ne sont pas meilleurs que nous. Donc, j'encourage fortement la diaspora africaine à revenir, à réinvestir en Afrique. Peu importe les formes du retour que vous voulez, à temps plein, à temps partiel, mais revenez, parce que vous avez votre place en Afrique. Les communautés et enfin pour élaborer sur cette interdépendance économique que j'ai mentionné un petit peu plus haut, l'interdépendance économique, politique et des sociétés. Je vais prendre l'exemple de la pandémie qui sévit en ce moment, le Covid-19. Voyez-vous, un événement qui s'est passé en Chine vers mi-2019, cette pandémie s'est déclarée, la Chine a commencé à contenir, à essayer de contenir, à mettre des politiques en place pour contenir cette situation. Et les répercussions se sont retrouvées de l'autre côté du continent, ici en Amérique, aux États-Unis. Donc les premiers problèmes, depuis que la Chine a commencé comment on dit ça encore, confiner ses personnes, à réduire son activité, la bourse américaine, elle a chuté fortement. Par exemple, tous, parce que tout vient de Chine, hein. Tout vient de Chine, même le iPhone il vient de Chine, les produits d'Apple viennent de Chine. Donc quand la Chine n'était plus en mesure de produire autant qu'elle produisait, donc les répercussions se sont fait sentir en Amérique, dans la bourse américaine. Et encore récemment, j'ai vu dans les médias très très controversé le président sénégalais qui a annoncé son déconfinement du Covid-19 parce que la France avait aussi annoncé son déconfinement. Voilà, ça c'est l'interdépendance politique. Et aussi, quand on parle des sociétés, on va dire une danse qui se lance aux États-Unis ou en Afrique va se retrouver le lendemain matin en Californie avec des enfants d'origine américaine qui la dansent. Donc il y a une interdépendance du monde qu'on ne peut pas éviter. L'interdépendance, elle est plutôt économique, elle est politique et elle est sociétale. Donc plutôt que de la rejeter ou de massivement la critiquer, je pense que nous, Africains, on doit faire comme tout le monde, tirer notre gain. Et ça va y tirer notre gain. Prendre ce qui marche, développer, l'adapter chez nous et avancer. C'est une interdépendance qu'on ne peut pas défaire. C'est là. Bon, écoutez, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce podcast, de cette vidéo, bien aussi. Je vous donne rendez-vous sur d'autres interviews, d'autres podcasts avec Newin en vent nouveau. J'ai mis toutes les informations sur nos plateformes, notre site web où nous avons des podcasts où nous rencontrons des entrepreneurs africains et l'élite africaine et avec eux nous discutons des sujets qui concerne l'Afrique. Nous parlons de l'entrepreneuriat africain et nous parlons de l'Afrique qui bouge. C'est ça l'objectif de ma démarche, c'est de parler de l'Afrique qui bouge à travers ces Africains et à travers l'élite africaine. À bientôt.